33e séance. Le centre de la métaphysique. J'ai fait surtout de la métaphysique avec vous jusqu'à présent. J'ai essayé de vous conduire, la manoductio, c'est ça, de vous conduire, de vous prendre par la main, de prendre par la main votre petite tête, votre petit esprit, votre jeune intelligence, pleine d'ardeur et de vivacité, à la découverte, tout ça c'est la manoductio de l'être en tant qu'être, et en tant qu'il mène aussi à Dieu, aux quatre causes, enfin c'est l'être en tant qu'être. J'ai essayé ça pendant 2 ans, à peu près avec vous, et c'est un peu la métaphysique. Alors, il existe une autre discipline philosophique qui est subordonnée à la métaphysique, mais qui n'est pas tout à fait la même chose que la métaphysique, et c'est ça que je désespère un peu de vous expliquer clairement ce soir. Une discipline philosophique qui fait le pont entre les sciences en particulier, dont vous avez connaissance plus ou moins dans vos études, et puis la métaphysique. Bien, entre la métaphysique et les sciences, vous avez l'impression d'avoir affaire à des univers, je suppose, complètement hétérogènes. Il y a un pont qui est parfaitement méconnu depuis Descartes, une fois de plus, parce que c'est particulièrement ça que Descartes a férocement... Il a attaqué moins la métaphysique que ça, dont je vais vous parler maintenant, dans son intention, et en fait, il n'a pas eu l'intention de démolir la métaphysique, il a voulu en proposer une, et de fait, il n'a pas démoli la métaphysique, en sens que l'instinct métaphysique, si je peux dire, n'est pas mort en Occident d'un seul coup, de par l'intervention de Descartes, tandis que la chose dont je vais vous parler, il l'a tuée définitivement, elle n'est jamais revenue de ce coup de boutoir mortel que Descartes lui a porté, lui et d'autres, mais surtout de lui. Eh bien, ça s'appelle la philosophie de la nature. Et la philosophie de la nature, c'est la connaissance de l'homme en tant qu'homme. Voilà, de même que la métaphysique, c'est la connaissance de l'être en tant qu'être, je dirais pour simplifier beaucoup que la philosophie de la nature, c'est la connaissance de l'homme en tant qu'homme. C'est là que je m'attendrai à ce que Benoît aurait des questions. Il est complètement... Il est complètement là. Ah oui, complètement là. Parce que tu t'en fais pas, hein, parce que c'est lui qui parle, alors... C'est lui qui parle, après toi, t'es pas ce muraille. Une définition qui vaut comme une autre. Non, c'est-à-dire parce que généralement, la philosophie de la nature, c'est de toute la nature. Voilà. C'est pas spécialement de l'homme en tant qu'homme. Voilà. Il a très bien parlé. Et quelle réponse est-ce que suppose que je ferai? Car j'en ai une. Quelle réponse vous feriez? Oui, réponse très thomiste et hein. aristotélicienne à cette objection que... À la limite, la connaissance de la nature, c'est surtout pour connaître l'homme, en fait. Ah, ça, au point de vue de la finalité, c'est certain. Mais c'est pas là-dessus que... Enfin, c'est vrai, hein, mais à ce moment-là, on pourrait dire, bon, bah, d'accord, c'est la connaissance de l'ensemble de la nature finalisée par l'homme, ce qui n'est pas faux. Hein. Mais pourquoi est-ce que je me risque à aller plus loin en disant, d'une certaine manière, c'est la connaissance de l'homme en tant qu'homme? Tu ne vois pas, nous l'avons dit en toutes lettres tout à l'heure. C'est que l'homme est la seule. Ah oui. Eh bien oui. C'est tout de même la seule espèce, la seule nature que nous connaissions de manière satisfaisante, adéquate. Donc sur toutes les autres, la connaissance est décevante, en partie, parce que nous manquons le fin du fin de ce qui fait un crocodile, et de ce qui fait sa différence avec une libellule, nous ne l'atteignons pas. Tandis que le fin du fin de ce qui fait un homme, et de sa différence avec les autres animaux, précisément, nous l'atteignons. Alors à cause de ça, la connaissance de l'homme en tant qu'homme est la seule qui soit parfaitement satisfaisante au plan de la philosophie de la nature. Et comme ça en est la cause finale en plus, comme tu dis, puisque toute la nature est pour l'homme, alors on peut se permettre de dire, au fond, la philosophie de la nature, c'est la connaissance de l'homme en tant qu'homme. Et la connaissance de l'homme en tant qu'esprit, c'est déjà de la métaphysique. Et cependant, on ne peut connaître l'homme en tant qu'homme sans connaître l'homme en tant qu'esprit, c'est pour ça que les deux s'articulent, ainsi soit-il. Voilà. Eh ben, j'ai terminé. Ah ben, relance-moi. Non, parce que vous vouliez parler des problèmes que posent, au point de vue justement de la connaissance philosophique de l'homme, les théories de l'évolutionnisme. Bon, est-ce que l'un de toi ou quelque autre, vous pourriez formuler alors, justement, c'est-à-dire que quand on lit les ouvrages des paléontologues, on a l'impression que, étant donné qu'ils insistent sur le fait que l'homme découle
presque insensiblement de l'animal, que la différence justement entre l'homme et l'animal s'estompe. Bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, mesdemoiselles? Si ce n'est que l'homme serait un peu plus compliqué, un petit peu plus organisé que l'animal, mais ce serait simplement des différences. Est-ce que vous avez cette impression que c'est ce qui... Oui, que l'homme, bon, descend du singe, en gros c'est la formule toute bête, l'homme descend du singe et par conséquent... Ah ben oui, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que la science actuelle est complètement imprégnée de cette... Elle exclut tout ce qui différencie l'homme de l'animal, en fait. Oui, mais alors, est-ce que tu y vois surtout... Est-ce que tu y vois surtout un postulat métaphysique secret ou avoué, mais qui n'est pas fondé sur la science, ou est-ce que tu as l'impression que la science, les découvertes scientifiques vont dans ce sens, qui tend à attaquer justement l'originalité de l'homme par rapport à l'animal? Ou est-ce que c'est un préjugé des scientifiques? Comment est-ce que vous sentez ça? Oui, oui. Oui, quoi, un préjugé ou lequel des deux? Non, c'est pas un préjugé. C'est pas un préjugé, c'est la science, c'est la science. La science va dans ce sens-là. Tu n'avais pas l'air de le croire, Diane. Je réfléchissais, en fait. Ah bon? C'est fatigant. Comment tu dis? Que c'est la science elle-même qui va dans ce sens-là. Les résultats de la science, la méthode utilisée et les résultats toujours concordants vont dans un sens qui tend à diminuer l'originalité de l'homme. Voilà. Alors, d'où vous pouvez avoir l'impression que j'ai moi-même eu, si vous voulez, je me suis dit, tiens, il faudrait même se renseigner, il faudrait savoir où en est la science, il faudrait savoir si leurs arguments sont vraiment probants, il faudrait savoir s'il n'y a pas un sophisme qui se cache derrière cette longue chaîne de raisonnement qui renvoie l'homme, les premiers humains, à 2 millions d'années, avec des outils dans lesquels manifestement les premiers humains... Il y a ça aussi, que cette image que la science semble suggérer, que les premiers hommes sont sous-développés par rapport aux hommes actuels. Il y a l'homo faber, ou l'homo habilis, ou l'homo erectus, les tout premiers hominidés, ou hominiens, sont très rustiques, très proches de l'animal, très peu différenciés de l'animal, alors que l'homo sapiens, l'homme actuel, est beaucoup plus différencié. Alors si on admet des hommes qui sont plus ou moins hommes, il est évident qu'on est sur la pente d'un homme qui est presque encore un animal, et donc il n'y a pas de différence décisive. Alors la tentation à laquelle j'ai failli succomber moi-même, il faut se renseigner, il faut voir, il faut situer. C'est parce que je me suis cru responsable, et c'est ça le piège, de répondre aux savants et aux étudiants dans votre genre, à quel moment est-ce que vous situez l'apparition de l'homme en tant qu'il est transcendant à l'animal? Alors, à quel moment? Est-ce qu'il y a 2 millions d'années? Est-ce qu'il y a 1 million? Est-ce qu'il y a 100 000 ans? Quel est le signe auquel je reconnaîtrai l'homme sage, l'homo sapiens? Eh bien, si j'accepte de relever, de répondre à cette question, qui est une question scientifique, je suis fichu. Parce qu'il n'est pas du tout certain que je puisse facilement répondre à ça. Alors que, il y a des certitudes philosophiques qui ne sont pas faciles, mais qui sont fortes, et qu'on peut mettre... on peut planter solidement dans la tête des gens qui sont de bonne volonté comme vous, et une fois que vous aurez acquis ces certitudes philosophiques, ce qui est mon premier métier de vous donner, vous pourrez peut-être vous poser cette question, qui est une question dangereuse, de savoir à quel moment on peut dater l'apparition de l'homme proprement dit. Mais il faut déjà vérifier que la personne qui se pose cette question, à quel moment, sait ce que c'est qu'un homme. Et c'est pas si évident que ça. C'est justement cette science-là de l'homme en tant qu'homme, et qui est philosophique, et qui ne dépend pas des résultats scientifiques, qui est prérequise pour juger de la portée des résultats scientifiques. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Pardon, Pascal? Il y a eu des outils et des tombes. Ben alors là, ça c'est la question scientifique. Mais la définition de savoir ce que c'est que l'homme au point de vue philosophique, eh bien ça ne dépend pas de cette question-là. La question de savoir s'il y a des outils ou pas des outils, c'est pas ça qui va nous donner une idée de l'homme. Il faut d'abord se faire une idée de l'homme, d'une manière, je dirais, dans l'absolu, mais ce qui ne veut pas dire dans l'abstrait. Oui, ce qui fait que, en fait, la question que vous posiez tout à l'heure, c'est un préjugé chez les scientifiques qui leur fait... Ah ben, ils ont ce préjugé. Ils ont ce préjugé qu'il n'y aura rien qui dise même pas l'homme de l'animal. Bien sûr, même au temps de Darwin, où il n'y avait pas toutes les subtilités qui semblent aller dans ce sens-là, il était déjà convaincu. Plus grossièrement, mais il l'était. Diane? Je ne vois pas la différence entre l'intelligence et puis comment vous différenciez l'homme, avec l'intelligence ou avec le... Ou avec le... Avec l'âme, enfin, je sais pas, avec le... Eh bien voilà. Ça prouve bien que, du point de vue même de la philosophie de la nature,
tu n'as pas une idée claire de ce qu'une bonne philosophie, ou l'Église, ou moi, c'est à savoir si c'est l'Église, moi, ou la bonne philosophie, purement et simplement, pense de l'homme. Hein, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Si vous distinguez l'homme... Non mais quel est le rapport entre l'intelligence et le... Ah, l'intelligence, l'âme, voilà, qu'est-ce que c'est qui va servir à définir, distinguer l'homme de l'animal. N'est-ce pas? Parce que tu mêles, là, ces caractéristiques, et ça, on en est tous là, tu mêles des considérations théologiques à des considérations philosophiques. Et oui, l'âme, c'est plutôt religieux, et l'intelligence serait plutôt philosophique. Tu vois, en gros. Et justement, la question que certains sont tentés de dire, bon, d'abandonner l'homme philosophique, celui-là, et puis de dire, bon, il y a l'homme qui n'est qu'un animal aux yeux de la science et de la philosophie, et puis alors il y a, religieusement parlant, une âme qui est destinée à la vie éternelle, et qui est l'objet de la religion chrétienne, c'est du fidéisme, ça, parce qu'il n'y a plus d'articulation possible entre la foi et la connaissance naturelle. Donc, en effet, moi je vais vous poser la question, parce qu'on ne va pas la résoudre tout de suite, ce soir on va simplement la poser. Qu'est-ce qui fait l'homme? Quelle définition vous proposez de l'homme, justement? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est l'intelligence? Et comment ça s'articule? Et on verra d'ailleurs, entre autres, que Descartes se fait une idée mortelle de l'homme qui prépare le matérialisme actuel. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Ben, moi, j'ai lu Simone Weil, enfin un petit peu de Simone Weil, juste 3 lignes, ce matin. Et ça prouve si ça t'a apporté quelque chose que tu ne savais pas grand-chose. Bon. Oui, et qui disait que l'homme est le seul être à avoir une destinée surnaturelle. Voilà, une définition foncièrement religieuse de l'homme qui pourrait alors, justement, servir de sauvegarde à un darwinien ou à un étudiant convaincu par le darwinisme. Il dirait d'accord, mais... On pourrait avoir l'impression aussi que c'est un peu extrinsèque, tu vois. Que Dieu a choisi certaines personnes, certains... Parmi tous les animaux. Qu'est-ce que ça veut dire une destinée surnaturelle? Oui, est-ce qu'il ne pourrait pas prendre des dauphins? Oui, tu comprends. Et leur donner une destinée surnaturelle. Qu'est-ce qui fait que Dieu lui-même ne peut pas prendre un dauphin? As-tu une réponse claire à cette question? S'il prenait fantaisie à Dieu de donner une destinée surnaturelle à un dauphin, Dieu pourrait-il, de puissance absolue, oui ou non? Ben, il aurait fallu qu'à la création, il crée dans le dauphin quelque chose qui puisse recevoir... Autrement dit, tel que le dauphin est, il ne peut pas. Oui. Il faudrait qu'il le modifie d'abord au plan naturel, avant de lui donner une destinée surnaturelle. Ce qui prouve que tu témoignes par là que le surnaturel ne peut pas être offert à n'importe quelle nature, ce qui n'est pas du tout la pensée de Simone Weil, ni encore bien moins de nos contemporains. Le surnaturel, on peut le donner à la table si Dieu, ça lui plaît. Bon, vous étiez en train de discuter, mesdemoiselles. Quand Dieu a dit qu'il nous avait fait à son image... Et à sa ressemblance. Et à sa ressemblance, c'était quoi? Eh bien justement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qui différencie l'homme de l'animal. Oui, mais là encore, il y a deux réponses possibles. Il y a son image à ressemblance parce que destinée surnaturelle. Alors c'est purement surnaturel, ça peut être donné à ce couvre-pied, ou bien parce qu'il y a une nature qui déjà avant même le surnaturel est à la ressemblance de Dieu. À quel titre? Oui, il faut définir, tu vois. Qu'est-ce qui fait que l'homme a une ressemblance spéciale? Parce voilà. que la limite... Avant la grâce. Parce que si tu dis l'homme ne ressemble à Dieu qu'avec la grâce, alors bon, n'importe quel être avec la grâce peut ressembler à Dieu. Tandis que si tu dis l'homme avant même la grâce ressemble à Dieu, en quoi? C'est pas parce que les animaux ne sont pas capables de recevoir la grâce? Et oui, mais pourquoi? Pourquoi? Tu dis pourquoi, tu comprends? Pourquoi? Parce que l'homme a une âme et... Mais voilà, tu risques d'être roué. Tu dis l'homme ne peut recevoir la grâce que parce qu'il a une âme surnaturelle. Voilà. Tu comprends? Quel est le fondement naturel? Alors, si vous pressentez ça, je sens bien que vous le pressentez, seulement il est bon d'y réfléchir. Et en chrétienne, alors là, si vous voulez. Parce qu'on peut prendre la chose par plusieurs bouts, comme scientifique. Mais prenons-le comme chrétienne, c'est plus facile pour vous empêcher d'être fidéiste. Qu'est-ce qui fait que l'homme, avant la grâce, peut recevoir la grâce, alors qu'un dauphin, avant la grâce, ne peut pas? Quelle différence? Avant même toute intervention surnaturelle de Dieu, qu'est-ce qui fait que l'homme est déjà, en effet, peut-être, à l'image et à la ressemblance de Dieu, est capable de recevoir la grâce? Qu'est-ce qui est dans la nature de l'homme? Ça. Oui, parce que de toute façon, même si l'homme n'avait pas reçu la grâce, il se distinguerait c'est une question. En tout cas, si vous ne le croyez pas,
c'est plus la peine de faire des sciences naturelles, vous êtes déjà fichu. Vous cherchez quelle est la date de l'apparition de l'homme. Marie dit que c'est l'intelligence. Ben, ma foi, c'est pas loin. C'est pas loin, mais ça ne te paraît pas évident, Liage. Moi, j'arrive pas à voir la différence entre. Pas l'autre. Ben, Non, je vois pas où est la différence entre. Pas la différence, non, mais. L'intelligence, c'est l'âme. Alors, Parce que l'intelligence, ça dépend de la définition qu'on donne de l'intelligence. Absolument. C'est très juste. C'est justement, c'est là où il y a l'intelligence des animaux, on parle de l'intelligence des animaux. Alors, s'il s'agit de celle-là, effectivement, c'est pas ça qui va faire la différence entre l'homme et les animaux, par définition. Parce que d'un autre côté, quelqu'un qui est bête, qui n'importe quoi, il a quand même une âme. Et ben voilà, alors donc, c'est pas l'intelligence. Et voilà, et oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, nous nous approchons. Ah, j'ai jamais dit que c'était pas l'intelligence, Marie. Je mets en vedette ce qu'il y a de confusément perturbé, je n'ose pas dire percuté, dans l'esprit de Diane à ce sujet. Est-ce que vous admettez que, par exemple, on dira du fait que les dauphins sont plus intelligents que les chiens, qui sont moins intelligents que les chats d'ailleurs, paraît-il, mais plus intelligents que les chats, qui sont plus que les chiens, qui sont plus que les perroquets, qui sont plus que les vers de terre, etc. Est-ce que ça a un sens pour vous, ça, cette notion d'intelligence? Bon. Alors, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on dira, bon, ben, l'homme est le plus intelligent des animaux, ou est-ce qu'il y a une autre notion? Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette notion, qui n'est pas surnaturelle, et qui ne se laisse pas réduire à l'intelligence des animaux? Voilà. Il a un cœur, je sais pas. Ah oui, mais alors là, tu vas chercher du côté de l'affectivité, et c'est cuit. Bon, alors, c'est juste, tu es sur le bon rail, mais il faudrait préciser. Alors, ce qui caractérise l'intelligence humaine, c'est que c'est une intelligence abstractive, ou immatérielle, ou infinie. Voilà. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien oui, qu'est-ce que ça veut dire infini? Oui, en effet. Il faut passer surtout par immatériel. Oui, immatériel, abstractif et infini, c'est les trois, mais c'est immatériel qui est le mot-clé. Oui. Mais abstractif aussi, c'est un mot-clé. Parce que l'abstraction manifeste l'immatérialité. L'immatérialité, c'est le fondement qui rend... Alors c'est ça dont un animal n'est jamais capable, sinon il cesse d'être animal pour devenir homme. Et si un être animal n'a pas cette capacité d'abstraction, ou cette immatérialité, Dieu même ne peut pas lui donner la grâce, ou alors il faut d'abord qu'il lui donne une nature douée de cette capacité d'abstraction qui lui permet de connaître d'une manière parfaitement immatérielle. Et c'est cette immatérialité de la connaissance qui est l'originalité, l'immatérialité de la connaissance humaine, qui est sa perfection transcendante et qu'aucun animal n'a. Voilà, c'est l'immatérialité de la connaissance, la parfaite immatérialité de la connaissance. Alors je vous montrerai ultérieurement que la connaissance sensible a une certaine immatérialité, mais très imparfaite. Et que l'immatérialité parfaite n'existe que dans l'acte de l'intelligence humaine. Bien. Alors Descartes savait ces choses. Il les savait tellement bien qu'il n'admettait pas, il voyait très bien, à sa manière, que l'esprit est un esprit et que l'intelligence humaine, je pense donc je suis, est parfaitement séparée de la matière, qu'elle fonctionne de manière parfaitement immatérielle. Il le voyait tellement bien qu'il n'admettait pas que le corps puisse intervenir dans le fonctionnement de l'intelligence humaine, ni que l'homme puisse être à la fois un corps et une âme, puisse être un corps animé par une intelligence immatérielle. Alors, il a coupé pratiquement, sans le dire, l'homme en deux substances, une substance immatérielle qui s'appelle la pensée, et une substance étendue ou corporelle qui s'appelle le corps. Et c'est pour ça qu'il est le père du matérialisme, parce que ça revient à dire le corps humain peut s'expliquer comme celui de n'importe quel animal sans faire intervenir la pensée. Donc on peut étudier le comportement des hommes sans faire intervenir cette pensée qui appartient à une autre substance. Le résultat, c'est que les savants ont dit, bon, bah, passons-nous de la pensée, regardons l'homme purement corporel, et après tout, nous n'avons pas besoin de la pensée pour étudier l'homme comme objet scientifique. Et l'homme, ainsi défini par Descartes, c'est-à-dire la partie corporelle de l'homme, ne se distingue pas des animaux. Et aujourd'hui,
les scientifiques disent que le cerveau secrète la pensée comme... Absolument. Mais cette pensée-là, c'est-à-dire pas la pensée pas la pensée telle que Descartes la comprend, pas la pensée immatérielle. Mais justement, cette pensée foncièrement, que Descartes méconnaissait d'ailleurs, et c'est justement la machine humaine est beaucoup plus subtile et complexe que ça, et si on n'en a pas une idée un peu plus fine que Descartes, ben on est livré au matérialisme sans défense. Oui, je crois que c'est déjà difficile actuellement de comprendre l'immatérialité de la connaissance, de bien comprendre à quel point elle est distincte des phénomènes. Alors ça, au point où on en est, c'est fini. C'est très difficile, à mon avis, de découvrir ça. On le sent, mais on va chercher spontanément, d'ailleurs, j'ai fait comme toi, on va dire, du côté du cœur, du côté du désir, du côté des aspirations à l'infini. Cette immatérialité parfaite de la connaissance humaine dont nous reparlerons ultérieurement. On peut dire, pour expliquer, quand vous disiez qu'elle est abstractive, le fait que... qu'elle abstrait de la matière. Que la connaissance, par exemple, tu peux définir ce qu'est une chose, dire ce qu'elle est, chose qu'un animal ne pourra jamais faire. Un animal, il peut avoir des informations, des sensations, et puis il peut les combiner ensemble, mais il ne pourra jamais dire ce qu'est. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que, justement, en faute de... Les modernes définiront l'homme comme un animal qui parle, et non pas un animal qui pense. Et puis la pensée n'est que une autre manière de parler du langage. Ou bien qui résout des problèmes, c'est-à-dire qui combine... Voilà, qui résout des problèmes, qui fait comme un ordinateur. Voilà, ouais, c'est ça. C'est un super ordinateur. Donc, tu allais dire quelque chose, Marie? Oui, je ne comprends toujours pas l'histoire de l'infini de l'intelligence. Une fois que tu comprends l'immatérialité, tu comprendras l'infini, mais ça, je ne peux pas, parce que toute limitation vient de la matière. Enfin, ça... Ça veut dire que tout simplement, l'intelligence est ouverte est capable de connaître tout, sans limitation. Tandis qu'un œil ne peut connaître que des couleurs, ne peut pas connaître les sons. L'oreille ne peut entendre que les sons, le toucher ne peut connaître... Bon, il y a des limites, des compartiments. L'intelligence n'a pas de compartiment. Elle peut connaître tout ce qu'on lui montre, y compris le Dieu surnaturel, justement. Et voilà pourquoi Dieu peut donner le surnaturel, une destinée surnaturelle à l'intelligence, c'est parce qu'elle est virtuellement infinie. Non, potentiellement infinie. Elle est ouverte à l'infini. Et c'est la seule, évidemment. C'est ce qui lui permet de parler de l'infini, justement. Elle peut connaître l'infini. Puis alors, je vous méditerai sur cette définition de l'intelligence, de la connaissance en tant qu'immatérielle, et en tant que transcendante au langage, transcendante à résoudre des problèmes, transcendante à tout, c'est devenir l'autre en tant qu'autre. Ça, c'est le plus profond. Ça, c'est le plus profond de tout. Devenir l'autre en tant qu'autre, c'est ça l'immatérialité parfaite de la connaissance. L'autre en tant qu'autre, oui. C'est pour ça que la connaissance est un mystère de présence. Voilà. Le corps conditionnant ma pensée, parce que je ne suis qu'une seule substance, ma pensée fonctionne très mal à cause du corps, forcément. C'est embêtant. C'est un conditionnement, la différence entre condition et cause, oui.